ravie de modérer cette session ce soir de nos ateliers cardiogènes destinés aux patients et à leurs familles, concernant les patients qui sont pris en charge dans notre filière. Cette réunion est ça fait 3 ans environ que nous faisons ces ateliers et donc ce soir, nous avons choisi une thématique qui nous tient à cœur, nous et les familles et qui est, l'impact au sein de la famille, d'un enfant, qui est, suivi pour une maladie, cardiaque, soit, d'origine, génétique, soit une malformation cardiaque. Et on a tous dans notre expérience, vu l'impact que ça peut avoir sur la fratrie, sur, les parents, et c'est très important que nous puissions avoir les témoignages et l'expérience, de collègues qui, s'occupent de ces familles et de patients qui sont et de familles qui ont été confrontées à cette situation. Donc je vais co-modérer cette session avec Gaëlle Marguin. Bonjour Gaëlle, et nous allons avoir comme, intervenante Alice Maltrait, qui est cardiopédiatre, à, Marie-Lalonde et qui s'occupe à la fois des cardiopathies congénitales et des maladies rythmiques héréditaires. Sophie Pierre, qui est, maman d'une petite fille qui a une, maladie cardiaque. Et nous allons également avoir, une psychologue, Alexandra, la psychologue de Necker, qui va également, se connecter et nous partager son opinion, son expérience de ces situations cliniques. Voilà, j'espère que tout le monde entend bien. Donc, je vous demanderai de couper les caméras et les micros pendant les présentations afin que la bande passante puisse être, enfin plus disponible. Vous avez le chat, un petit chat, sur lequel vous pouvez poser vos questions et on les prendra, peut-être 1 ou 2 questions à la fin de chaque présentation et ensuite, les questions, plus générales, à la fin. Voilà. Donc, je vais laisser la parole, en premier à Alice. Bonsoir à tous. Donc Lisa, est-ce que tu peux mettre le PowerPoint? Alors ça, c'est celui de Madame Pierre. Donc globalement, on m'a demandé d'intervenir en tant que cardiopédiatre sur l'impact de la maladie cardiaque, qu'elle soit plus ou moins rare, sur la fratrie. Nous savons tous en tant que cardiopédiatre ou quelques professionnels que ce soit qui s'occupent des enfants, que l'annonce d'une maladie cardiaque dans une famille équivaut à ouvrir une boîte de Pandore dont les répercussions nous échappent complètement en tant que médecin. C'est une véritable déflagration dans la famille et malgré toute l'attention, le soin porté à cette annonce, 40% des annonces restent ressenties comme inappropriées d'après les familles. Alors, est-ce que le code de déontologie médicale peut nous être d'une quelconque utilité? Vous voyez les grands principes que chacun connaît de l'information, des devoirs envers les patients, mais ce texte est clairement centré sur l'adulte et sur le binôme formé par le médecin et son patient. Et vous savez, donc diapositive suivante, que ces grands principes ne s'adaptent pas. Oui, la suivante, voilà, ne s'adapte pas du tout à la pédiatrie, puisque en pédiatrie, les choses sont différentes. La relation médecin-malade est en réalité une triangulation entre l'enfant malade, ses parents et le médecin. Les parents ont bien sûr une place essentielle. Ils ont un savoir intuitif, une perception de la maladie de leur enfant. Ce sont les experts de leur enfant. Et bien sûr que leur avis, leur savoir intuitif doit être pris en compte et ils ont un rôle actif à prendre dans le processus décisionnel. Après, diapositive suivante, il faut aussi savoir s'adapter aux situations familiales de chacun. Hein, les familles modernes ont des structures différentes. On a affaire à des familles monoparentales, des familles séparées et l'information doit aussi prendre en compte cette structure familiale. Est-ce que les parents sont vraiment complètement isolés? Est-ce qu'il y a un tissu familial, social
qui les entourent. Les grands-parents, les oncles, les tantes sont-ils impliqués dans l'éducation et la prise en charge de cet enfant atteint d'une pathologie cardiaque rare? Moi, ça m'est arrivé d'avoir à donner l'information 4 fois à chaque parent et aux conjoints et aux nouveaux conjoints de chaque parent. Donc, il faut savoir s'adapter à ces recompositions familiales. La présence d'une fratrie est bien sûr essentielle. Quel est le rang de l'enfant dans la fratrie? L'enfant est-il le seul, notre patient est-il le seul atteint de cette maladie cardiaque rare? Y a-t-il d'autres cas dans la famille? Bien sûr que tout ça aura des implications sur le ressenti et le vécu de la maladie. Au moment de l'annonce, c'est vrai que souvent, c'est des diagnostics qui sont faits dans l'enfance très très tôt et notre connaissance de la famille est finalement assez limitée. Et puis, c'est plutôt au fil des consultations que notre relation, entre guillemets, s'affine et l'information va être peut-être donnée de meilleure qualité ou plus adaptée au fil de cette relation médecin, enfant, famille. Diapositive suivante. Maintenant, quel que soit le soin apporté à l'annonce, les modifications familiales sont dans la grande majorité des cas très importantes. Dans 64% des cas, la maladie cardiaque, ou qu'elle soit rare ou non, ou quelque maladie que ce soit, modifie, entraîne des modifications familiales. La plupart du temps, donc, ces modifications sont très fortes. Elles peuvent être faibles, mais elles ne sont jamais entre deux. Vous voyez qu'il n'y a que 5% des cas où les modifications sont moyennes. Soit ça ne change rien, mais dans la plupart des cas, ça change beaucoup de choses. Dans l'hypothèse la plus favorable, la famille se réorganise, elle modifie ses priorités, ses habitudes de vie, elle se concentre autour de l'enfant porteur de la maladie cardiaque. Cela peut être la source de rapprochement des membres de la famille ou au contraire, à l'inverse, le couple, la famille peut se désunir du fait de cette maladie cardiaque. Il faut également bien prendre en compte les répercussions psychologiques de la maladie d'un des enfants sur les parents. Et selon les études, 80% des parents décrivent des affects dépressifs après l'annonce, que ce soit une tristesse, une agitation, une irritabilité, une fatigue, une difficulté à se concentrer. Et 6 mois après l'annonce, on compte 11 à 25% de dépression lourde parmi les parents. Et bien évidemment que ces affects dépressifs ou ces dépressions vont affecter la fratrie et la famille dans son entier. Alors, quelles sont, notre diapositive suivante? Les répercussions sur la fratrie sont très vraisemblablement profondes et importantes. Elles sont le plus souvent minimisées, voire méconnues de la famille elle-même, mais surtout des médecins. Et ce qui est difficile en tant que médecin, c'est que les frères et sœurs reçoivent les informations sur la maladie de leur frère ou de leur sœur par le truchement des parents. Et l'angoisse que peuvent ressentir les parents vis-à-vis de cette maladie peut être vécue entendue comme décuplée de la part des enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous échappe. Moi, personnellement, lorsque c'est un souhait des parents et que les parents souhaitent que les frères et sœurs assistent à la consultation, ça ne nous pose absolument aucun problème. Au contraire, de pouvoir, sans les impliquer, mais au moins qu'ils puissent rencontrer le médecin et assister à cette information ne me pose
personnellement, pas de problème, mais c'est sûr qu'au moment de l'annonce, quand les parents doivent gérer leur propre angoisse et potentiellement celle de leurs enfants, ça peut être compliqué. Donc, dernière diapositive. Donc, pour conclure, les répercussions d'une maladie cardiaque rare ne touchent pas que l'enfant ni que ses parents, mais entre guillemets, la constellation familiale et toutes les personnes impliquées dans cette famille. On parle bien sûr des frères et sœurs, mais on peut parler des grands-parents, on peut parler des tantes, des amis, des professeurs, des encadrants. Et pour répondre à la question quel est l'impact d'une maladie cardiaque rare sur la famille, eh bien, moi, je pense que je n'ai pas beaucoup d'éléments de réponse et j'espère que nos collègues psychologues et que les témoignages des parents pourront nous éclairer et nous aider à enrichir et améliorer notre pratique. Je vous remercie. Merci Alice pour cette belle présentation qui nous met au cœur du sujet. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que tu as une approche qui est un petit peu différente dans les familles où il y a un enfant qui a une maladie, par exemple, malformative, et puis des maladies génétiques où il y a en fait un enfant qui a la maladie, mais les frères et sœurs l'ont également, avec des expressions différentes? Heu, Euh, Comment est-ce que ça peut se gérer en termes de retentissement, d'angoisse, de prise en charge? euh, Parce que souvent ça complexifie justement oui. les relations, Mhm. intrafamiliales. Le, La malformation cardiaque, si c'est d'une survenue stochastique, entre guillemets, on n'a pas la cause, on n'a pas la génétique et le risque de récurrence dans la fratrie est faible, voire nul. Euh, c'est vrai que il y a beaucoup d'angoisse de générer vis-à-vis du frère ou de la sœur atteint, mais finalement, les enfants, enfin, les autres enfants se sentent, eux, complètement euh, pas exclus, Mmh. euh, pas concernés par parce que Indirectement. Mmh. voilà, quand c'est une expressivité variable, j'ai tendance à donner la même information Mmh. parce qu'on ne sait pas quelle va être l'évolution finalement. Le trouble du rythme héréditaire peut se manifester par une mort subite chez un des enfants et on le découvre chez le frère à l'état entre guillemets pré-symptomatique, mais l'évolution, surtout chez les très jeunes enfants, ne nous permet pas de... euh, moi, je ne fais pas comment dire, de gradation Mmh. dans l'annonce. Mmh mh. Mmh. Voilà, je ne sais pas quelle est ton attitude. Si, si, moi c'est un petit Voilà. peu la même chose, mais une des réflexions aussi que j'avais en t'écoutant, c'est est-ce que dans notre pratique, ce serait pas important justement, de recevoir la fratrie et voilà, des enfants malades ou pas malades qui sont, les frères et sœurs du cas dont on s'occupe, pour justement lui donner une information sur qu'est-ce qu'a le petit frère et cetera. Mhm, Parce que l'information qui passe par la famille, bien sûr, c'est indispensable et les parents, avec leurs mots à eux, vont expliquer la situation aux autres enfants. Mais peut-être que nous, en tant que médecins, c'est une réflexion qu'on devrait avoir, justement d'expliquer à la fratrie la maladie de l'enfant dont on s'occupe. alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement la réflexion à laquelle je suis arrivée en préparant ce rendez-vous. Et j'ai en tête une anecdote d'une famille de BAV Lupic. Hein, donc, sur 5 enfants, 4 sont porteurs d'un pacemaker. Et le seul enfant non porteur d'un pacemaker est celui qui allait le plus mal dans la famille, Mmh. d'un point de vue du comportement, qui était dans l'opposition en permanence et qui était en échec scolaire. Et parce qu'il ne se sent, c'est lui qui se sentait différent
finalement. Ses frères et sœurs avaient tous ce pacemaker et lui se sentait différent. Et un jour, pendant les vacances scolaires, la mère est venue avec les 5. Et ce frère-là, qui n'avait pas de pacemaker, a été mon assistant avec le programmateur à tenir la tête de programmation des différents pacemakers de ses frères et sœurs, de ses frères, c'était que des garçons en l'occurrence. Et j'ose espérer que ça a débloqué quelque chose quand même. Voilà, il a participé, il a été intégré dans le processus de soins et j'ose espérer que ça va mieux. Mais c'est une réflexion. Je sais pas enfin, on va voir si Oui. les familles s'expriment dans le chat, mais d'intégrer plus la fratrie dans les consultations, justement pour dédramatiser un petit peu, pour que chacun puisse y trouver plus sa place. C'est peut-être une option pour faciliter la prise en charge de ces enfants. Je suis tout à fait d'accord. Bon. Je coupe mon micro pour laisser la parole à l'intervenant suivant. Voilà. Alors, nous allons accueillir l'intervenante suivante, qui est Sophie Pierre, qui va partager avec nous son expérience de maman. Mais Alexandra est arrivée en fait. Oui, On va tout laisser à la fait. parole à la psychologue peut-être avant le tour. Avant, d'accord, tout à fait. Alexandra est arrivée? Super. OK. Alors Alexandra, absolument, je vous laisse la parole. Alexandra est psychologue à l'hôpital Necker. Elle va donc nous partager son point de vue de psychologue de ces situations cliniques très particulières qu'on voit en consultation. Merci. Déjà, je reprends ce que vient de dire Alice Maltrait et effectivement cette question de la place de la fratrie dans le diagnostic. Enfin, en lisant les notes d'Alice Maltrait pour la préparation, je me suis dit que ce qui était important peut-être de discuter aujourd'hui, c'était la question de l'annonce, en tout cas de l'entrée dans la maladie, la question de l'annonce et comment cette annonce est faite aux enfants et à quoi ça renvoie. Dans votre titre, enfance et pathologies cardiaques rares, vous parlez de l'impact. Donc évidemment, moi, ça résonne en termes de traumatisme et de cette entrée dans la maladie. Ah oui, voilà, merci pour les donc la notion d'impact qui renvoie au traumatisme, parce que effectivement, le traumatisme, c'est la rencontre avec la crainte de la mort. Comment se représenter la mort d'un enfant, c'est quelque chose qui est innommable, irreprésentable, et pour chaque famille, c'est un moment extrêmement important. Vous demandez à n'importe quel parent comment s'est passée l'annonce, il est capable de vous répondre, c'était un mardi, il était 15h, j'avais rendez-vous à tel endroit, et voilà comment ça s'est passé. Et vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, d'un sentiment de déflagration, du sol qui se dérobe sous les pieds. C'est un moment très important de sidération, mais c'est en même temps le moment où beaucoup de choses vont se nouer, comme vous avez pu le démontrer avant. C'est-à-dire que c'est le moment du rapport de confiance avec l'équipe médicale, c'est-à-dire que on va proposer un axe de travail, on va présenter une équipe pluridisciplinaire qui va venir en soutien autour de la famille, de l'enfant, d'abord autour de ses parents et autour de la famille. On peut peut-être passer à la diapositive suivante. Alors, je vais redire un peu des choses qui ont été déjà dites là, mais je suis revenue sur le fait que la spécificité de l'enfant, c'est que c'est un être humain qui n'est pas un adulte miniature, donc qui saisit les choses différemment. Ça, les médecins le font bien quand ils présentent les éléments à l'enfant. Ils ont en tête le développement, la sensibilité de l'enfant, ses propres besoins. Ils prennent en compte le fait aussi que cet enfant, il évolue au sein d'une cellule familiale et dans laquelle il a une place, dont il est dépendant des adultes, de ses parents, mais aussi des autres adultes. Et puis tous ces éléments vont rentrer en compte au moment de l'annonce diagnostique. C'est vrai que, comme vous le disiez, les parents ont une intuition qui leur permet déjà, ce sont ceux qui connaissent le mieux leur enfant et qui savent à quel moment il est disponible pour entendre des éléments importants, d'annonces, etc. Et puis comment le rassurer aussi. Et puis, c'est eux aussi qui vont transmettre la confiance qu'ils peuvent avoir dans l'équipe médicale et qui va apporter des solutions. À la suite de cette annonce diagnostique, ce que je n'ai pas dit juste avant, c'est que de toute façon, ce moment de l'annonce,
cet impact traumatique, on ne peut pas l'éviter. On peut un peu le réduire, mais de toute façon, on ne peut pas l'éviter. Et l'idée, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut être autour de l'enfant et de la famille, mettre en place une sorte de filet de sécurité pour que ce soit moins douloureux, moins effractant, moins traumatique. Et puis, à l'issue des différentes annonces, on va percevoir effectivement ce sentiment de culpabilité qui va apparaître chez tous les membres de la famille. D'abord les parents, on peut peut-être oui, on peut passer à la diapo suivante, mais d'abord les parents avec une recherche de qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi est-ce que mon enfant est malade, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal. Alors, quand c'est génétique, un des deux parents peut dire c'est moi qui ai les mauvais gènes. La maman peut dire, par exemple, que pendant la grossesse, elle a fumé des cigarettes, c'est peut-être ça qui a expliqué que son enfant est malade. Enfin, chacun élabore un scénario qui lui permet de donner un sens à quelque chose qui n'en a pas, c'est-à-dire que d'avoir un enfant qui est malade, ça prend jamais vraiment sens. On peut changer la diapo, s'il vous plaît, je sais pas comment. Mais donc prendre soin des parents pour prendre soin de l'enfant, parce qu'on rappelle que ce sont eux qui sont garants du bien-être et du développement de leur enfant, ce sont eux qui prennent les décisions à un âge où ils ne peuvent pas encore le faire. Et puis, ce sont eux, c'est comment les aider, eux, à trouver une place dans une dynamique qui inclut à la fois l'hôpital, les soignants, dans l'environnement de l'enfant. Et c'est aussi eux qui vont pouvoir probablement annoncer aux frères et sœurs, soutenus par les médecins, par l'équipe hospitalière, comment expliquer ce qui se passe pour le frère ou la sœur, parce qu'en l'absence en fait d'explication, les enfants imaginent différents scénarios avec des petits bouts qu'ils écoutent derrière la porte, une conversation téléphonique, etc. Et en fait, c'est pire, leur inquiétude est augmentée en n'ayant pas tous les éléments. On peut changer de diapo. Voilà, alors pareil pour la fratrie, pour l'annonce à la fratrie, c'est en tout cas de respecter aussi leur âge de développement, leur place, la question des risques génétiques que vous avez abordé juste avant. J'ai parlé de pensée magique et de culpabilité parce que chez tout le monde, en fait, cette pensée magique et cette culpabilité, elle est présente chez tout le monde, chez l'enfant, chez ses parents et aussi chez les frères et sœurs. C'est-à-dire que on sait bien comment c'est quand on se dispute avec son frère ou sa sœur, on est très fâché, dans sa tête on se dit oh là, j'en ai marre, je voudrais qu'il meure, etc. Mais quand dans la réalité il y a un risque réel, on est dans un intense sentiment de culpabilité parce qu'on imagine que son frère ou sa sœur va à l'hôpital parce qu'on a voulu qu'il aille à l'hôpital ou on lui a voulu du mal. Et du coup c'est extrêmement douloureux et c'est vrai que plus on les fait entrer dans la prise en charge de leur frère ou de leur sœur malade, qu'on leur donne les bonnes informations, qu'on leur permet de rencontrer les psychologues, etc., et les médecins auxquels ils pourront poser des questions le cas échéant, en fait, on se rend compte que leur inquiétude baisse de plus en plus et que pour les parents, c'est aussi un soulagement. J'ai parlé aussi après, on peut changer de diapo, pardon. J'ai parlé aussi des frères et sœurs, des grands-parents, pardon, des oncles et des tantes, parce que bien souvent la fratrie, on les dépose chez les grands-parents parce qu'il y a une hospitalisation, parce qu'il faut aller en consultation toute la journée en hôpital de jour, etc. Et donc, les grands-parents sont inquiets également. Ils peuvent être des éléments évidemment rassurants. Ils peuvent aussi être des personnes qui peuvent inquiéter davantage aussi les parents, les frères et sœurs. Ils peuvent aussi avoir des conversations au téléphone qu'entendent la fratrie. Et donc, ils ont besoin eux aussi d'informations claires, sans que ce soit non plus envahissant, pour pouvoir soutenir au mieux les parents, l'enfant, les frères et sœurs, etc. Et puis, également l'ouverture vers les écoles, les crèches, enfin vers l'extérieur, pouvoir discuter, libérer la parole autour de la pathologie, d'essayer au maximum que l'enfant se sente soutenu et qu'il y ait un filet de sécurité un peu partout, c'est-à-dire que les parents puissent prendre en compte les parents puissent se sentir pris en compte dans leur inquiétude aussi et qu'ils aient des interlocuteurs à l'extérieur et pas uniquement à l'hôpital. Et tout ça, ça peut se faire en lien effectivement avec les différents partenaires de soins, avec les assistantes sociales, les psychologues, l'école à l'hôpital, etc., etc. Et tout ça, évidemment, c'est à moduler en fonction de l'enfant et au cas par cas de la temporalité de chacun, évidemment, de l'enfant, de son âge, etc., et des demandes des parents. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à vos questions, mais... Si.
Merci. Je ne sais pas, je vais peut-être passer la parole à Gaëlle. Si Gaëlle, tu as une question brûlante à poser ou Alors, pour information, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a sur le chat. Ouais, de personnes qui disent qu'ils n'ont pas eu d'accompagnement psychologique au sein de l'hôpital. absolument. C'est une difficulté, c'est Difficulté. certain. Il faut, Mm. dites-le, vous avez des commissions des usagers dans les hôpitaux, remontez le Mm, fait que vous avez besoin de psychologues. Et pour information, la filière cardiogène a un centre de ressources psychologiques avec des psychologues dédiés que vous pouvez contacter. Allez sur le site de Cardiogène, vous pourrez prendre attache. Nous, on avait une question qui avait été posée au moment des inscriptions. Il y avait une question qui était comment construire l'acceptation de son corps. Une jeune fille qui a été opérée d'une cardiopathie congénitale. Comment construire l'acceptation de son corps et se pardonner. Mm. La question de se pardonner à soi en tant que patient, l'impact qu'on va avoir sur l'ensemble de la famille. Oui, c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait sur la question de la culpabilité en fait, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai bien pu faire en fait pour être malade, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise qui justifie que moi je suis malade, et puis c'est faire la distinction entre en fait, quand il n'y a pas de coupable, quand un enfant est malade, il n'y a pas de coupable. Quand il y a une pathologie qui arrive chez un enfant, il n'y a pas de coupable, on ne sait pas contre qui diriger la colère. Et donc, il faut bien qu'elle aille quelque part, cette colère. Et la seule chose qu'on trouve, c'est la diriger contre soi, que ce soit pour les parents, pour l'enfant, etc. Donc, c'est un peu ça. Je suis responsable de ce qui m'arrive. J'ai forcément mérité ce qui m'arrive. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler avec les parents, l'enfant, etc. Et ça prend du temps parce qu'effectivement, l'enfant se rend bien compte de l'impact non pas qu'il a lui, mais que la pathologie, et c'est vrai que c'est important de faire la distinction, c'est la pathologie qui fait souffrir. Les parents, ils sont pas tristes à cause de l'enfant, les parents, ils sont tristes pour lui. Et c'est vraiment cette distinction qu'il faut faire, mais contre une maladie qui est impalpable, on n'a aucun objet contre lequel s'en prendre. Donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile de faire cette distinction. Ça prend du temps. Mm. Merci beaucoup. On va maintenant laisser la parole à Sophie Pierre, qui est maman d'un enfant concerné, Sophie de l'association Amric. Sophie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, j'attends mes diapositives. Alors, mon enfant, en fait, c'est une adolescente. Elle a bientôt 15 ans. Je sais bien que, voilà. Donc, c'est plus une petite fille. Alors, moi, dans mon petit topo, qui n'est qu'en fait, à mon avis, qu'un jet d'idées qu'on pourrait discuter dans un colloque qui pourrait, à mon avis, durer plusieurs journées, on va entendre des choses qui sont plus spécifiques de l'aspect rare, voire très rare de la maladie, et des choses qui s'adaptent finalement au handicap invisible ou à peu près toutes les situations de maladie dans la famille. Diapo suivante. Alors, moi, j'ai un plan très simple. Donc, du point de vue de l'enfant, alors là, effectivement, moi, ma fille, elle a une maladie vraiment rare, à tel point qu'elle n'a jamais rencontré d'autres personnes et que nous, les parents, n'ont jamais rencontré d'autres personnes qui ont la même maladie. On est en contact avec une famille en Australie. On aimerait bien aller en Australie, mais ça ne s'est pas encore fait. Voilà. Et donc là, il y a un aspect à la fois, je cite ça parce que peut y avoir un aspect, alors là, très spécifique de j'ai un truc rare, donc je suis un peu une star. Je me sens et je suis décrite comme différente des autres à l'hôpital, par mes parents, etc. Mais en même temps, les règles, ça va être les mêmes. C'est le dernier point, ça va être les mêmes pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais devoir obéir comme les autres, je vais devoir aller prendre mon bain à la même heure que les autres et je vais devoir ranger mes gentilles petites chaussures à la crèche comme les autres. Voilà. Donc, il y a ces allers-retours et l'enfant, comme la maladie ne se voit pas, en fait, il faut pas oublier qu'ils sont assez fins. Enfin, en tout cas, nous, notre fille, elle a été assez fine, donc elle a su, à mon avis, très bien en jouer. Et comme nous, les parents, on était perdus, en fait, parce qu'on ne sait pas quand l'enfant forcément joue ou pas, et l'entourage, la crèche, etc. Le fait, c'est que parfois c'est embêtant, on aimerait que ça se voit parce que on a marre de répéter et de dire que probablement c'est parce qu'elle a ça, qu'elle est fatiguée ou qu'elle peut pas faire comme les autres, mais l'enfant, il sait très bien en jouer aussi. Et l'enfant, donc, il est pris entre ces feux-là.
Et puis, il y a aussi un aspect, c'est que quand on est atteint d'une maladie sur laquelle il n'y a pas beaucoup de regard, bah, tout le monde apprend avec l'enfant. Donc, l'enfant aussi, il peut, bon, voilà, un peu en jouer. En tout cas, il n'y a pas de recul, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de recul, il n'y a pas de choses sur lesquelles vraiment se baser. Donc, on avance pas à pas. Diapo suivante. Alors, du point de vue du frère et de la sœur, eux, je pense, enfin, en tout cas, si je me base sur mon expérience et celle des quelques autres familles avec qui j'ai pu partager des autres parents, principalement des mamans d'ailleurs, je pense pas que cette question, elle soit exclusive des mamans, mais en tout cas, j'ai échangé principalement avec des mamans. En fait, ce qu'on voit, c'est que, et le docteur Maltrey l'a dit, il y a beaucoup de choses qui se réorganisent autour de l'enfant malade. Mais oui, mais en fait, les enfants autour, veut dire d'avoir des impacts sur où on part en vacances, sur ce qu'on va faire comme activité et tout. Même si les parents, nous, on trouve qu'on s'est décarcassé pour avoir un programme sympa, eux, les autres, enfin nous, on a eu le droit à moi, mes copains, ils sont partis en Guadeloupe en vacances, etc. Et nous, on disait, bah, c'est super l'Italie, c'est très bien, on peut y aller en voiture et on peut emmener notre défibrillateur et en plus, on peut revenir en France rapidement. Et voilà, mais voilà, l'Italie, ça allait, à un moment donné, ça les convainc, ça leur plaisait moins que, voilà. Donc, eux, ils voyaient que, en fait, on était toujours en train d'organiser tout autour de l'enfant malade. Après, là, on est dans la particularité de la maladie invisible. Alors, pour moi, ça, c'est pas du tout spécifique de la maladie cardiaque. Mais en fait, en gros, c'est pareil. En fait, les frères et la sœur, ils sont comme l'enfant. C'est-à-dire que quand ça les gonfle que le petit frère, je parle un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça que ils nous parlent à la maison, quand ça les ennuie, que le frère ou la sœur, alors nous c'est la petite sœur, c'est la dernière en plus, donc la troisième, donc on a été taxé de faire du favoritisme pour la troisième, ben, en gros c'est vous exagérez les parents, elle n'est pas si malade que ça, pourquoi elle ne met pas la table, pourquoi elle est fatiguée, machin. Donc voilà, donc on est aussi dans ce jeu avec le frère et la sœur. Et les frères et sœurs, ils savent très bien nous redire que ça les arrange aussi de ne pas voir quand le frère ou la sœur malade est malade. Voilà. Ils voient l'inquiétude, ça, je vais peut-être pas trop développer, on l'a dit, les deux intervenantes précédentes l'ont bien dit, c'est-à-dire que les enfants, ils boivent l'inquiétude de leurs parents. Alors, ils boivent l'occupation, donc ils voient qu'on n'est pas disponible pour eux. Mais ils boivent aussi notre inquiétude et notre manque j'allais dire, de disponibilité psychique à certains moments, en fait, où on est là, mais en fait, on est en train de penser, on est inquiet, voilà. Parfois même quand on fait l'effort de faire quelque chose en particulier, alors nous on a 3 enfants, donc avec un des 2 autres, mais voilà, si on n'est pas vraiment disponible, ben, il y a de fortes chances parce qu'en fait on est en train de penser à l'enfant à l'hôpital, par exemple en cas d'hospitalisation, celui qui est à la maison en train de garder les 2 autres, et ben en fait il y a fort à penser que c'est ce que vivent en premier, surtout les enfants plus petits, le frère et la sœur, ils voient bien qu'ils sont là, mais ils se demandent vraiment s'ils ont plus de chance en fait, parce que finalement à l'hôpital, maman X ou Y a maman pour lui tout seul. En fait, donc c'est comme ça que ça peut être vécu et voilà, et ça c'est bon. Et puis après, il y a l'inquiétude propre en fait des enfants vis-à-vis de leurs frères et sœurs, et le fait que parfois ils s'y retrouvent pas du tout dans la place. Bon, le docteur Maltrey a donné un exemple. Voilà, nous et je sais qu'on a une autre famille à l'Amérique qui est touchée. Il se trouve que la grande sœur de Céline a développé un trouble psychiatrique sévère, un trouble du comportement alimentaire. Et on a une autre famille dans laquelle c'est le cas, où il y a 2 enfants et la sœur du garçon atteint a développé aussi un trouble du comportement alimentaire. Alors, je ne vais pas faire de statistiques sur 2 cas, mais clairement, tous les médecins et tous les professionnels qu'on a vus dans le cas d'Héloïse,
en fait, nous ont dit que c'était pas possible que l'histoire autour de la maladie de Céline n'ait aucun impact sur la maladie d'Héloïse. Voilà, j'arrête là, je vais pas faire de grandes théories. Voilà, donc c'est juste pour dire que quand on parle de troubles en profondeur, c'est qu'il y a vraiment des choses et ça peut se passer des années après, parce que nous, on a su il y a 15 ans que Céline, elle avait un problème et Héloïse, bon, elle est malade depuis 3 ans, donc ça s'est passé plus de 10 ans après. Voilà, donc voilà. Et puis, troisième diapo, quatrième diapo. Non, ça c'était celle d'avant. Ah oui, si, pardon. Non, pardon, celle d'avant, oui, pardon. Voilà, donc ça, du point de vue des parents. Alors, moi, je pense que la première chose qui peut nous toucher, c'est quand on apprend le diagnostic. Je ne parle pas de l'annonce là, parce que voilà, je pense que je ne sais pas dans quelle catégorie des statistiques du docteur Maltré je me trouve, mais dans celle qui se trouve que ça ne s'est pas bien passé, c'est sûr. Mais en gros, ce qu'on retient, c'est que, en gros, nous, il n'y avait pas de connaissances, il n'y a pas de recul. Donc, non seulement on se retrouve devant un truc qu'on n'a pas choisi, mais aussi devant quelque chose qu'on ne maîtrise pas et en fait, dont pas grand monde peut nous dire ce qui va advenir pour l'avenir. Et puis, malheureusement, on fait face à des réflexions qui sont censées nous réconforter, mais qui font un peu pire, du style, en sortant les poubelles. Je cite que des choses réelles. La voisine qui vous dit « Ah bah ton enfant, il est pris en charge à Necker, c'est sûr, là-bas, ils sont très bons, ils vont savoir. » Et puis, vous venez de rencontrer le chef de service qui vient de vous dire dans la journée « Oh, mais j'ai jamais vu ça, madame, mais j'en ai vu des cas, mais là, j'ai jamais vu ça, je sais pas ce qui… j'ai jamais vu ça. » Et là, vous vous dites « Bon, bah alors, je suis vraiment dans la mouise, puisque même le chef de service de Necker ne sait pas ce qu'a mon enfant. » Ensuite, et ça, on a un tout petit peu parlé du couple. En fait, nous, je pense que, c'est une chose, en tout cas, qu'on prend peut-être pas assez en compte, mais là, dans un couple, on vit pas jamais pour aucun sujet l'inquiétude et les contraintes, mais encore moins face à la maladie d'un enfant. Et on est là dans la physiologie et dans le psychisme de chacun. Et le problème, c'est qu'il va falloir composer. Et dans le cas d'une maladie, en tout cas génétique, où en fait, voilà, c'est toute la vie, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas d'opération possible, il va falloir composer. Alors, comme dit le docteur Maltré, malheureusement, il y a des familles qui se séparent parce qu'on n'arrive plus du tout à composer, il n'y a pas plus de chemin commun. Mais voilà, il va falloir composer parce qu'on n'est pas prêts tous à accepter les choses de la même manière. Et accepter que moi, je sais pas, je suis prête à remuer ciel et terre pour essayer de trouver des solutions, comprendre ce qu'on peut faire pour essayer de faire des dossiers MDPH avec mon conjoint. Et le papa, lui, il pense que et il est plus à l'aise de s'occuper du frère et de la sœur à la maison. Et puis, il trouve que ce qu'on peut faire, c'est bien. Et si on peut pas plus, bah, c'est pas de notre faute. Bah, il faut l'accepter. Et aujourd'hui, voilà, nous, avec des années, je pense qu'on a réussi à continuer, voilà, et à continuer, mais ça n'a pas été facile tous les jours parce que je pense que la maladie de Céline, elle aurait pu conduire à d'autres choses si on ne s'était pas tous les deux, chacun à notre manière, accrochés par rapport à ça et si on n'avait pas fait un chemin par rapport à… voilà, on vit pas la même chose chacun les choses de la même chose et il y a personne finalement qui a plus raison que l'autre. Bon, après, effectivement, il y a la notion en tant que parent, il faut que, voilà, mon enfant, il est comme les autres, donc il ne faut pas oublier qu'il doit obéir, qu'il va devoir mettre la table comme les autres, qu'il a le droit de s'amuser comme les autres, aux anniversaires, etc. Et que même si c'est des moments où je suis angoissée, il faut que l'enfant, en fait, lui, il avance, qu'il ait sa vie la plus normale possible et qu'on ne soit pas tout le temps ou le moins possible en train de parler des rendez-vous, etc. Parce qu'il n'est pas… de la même manière que l'enfant n'est pas réduit à sa pathologie, les parents, ils ne peuvent pas être réduits à « je suis le père de machin malade » ou de voilà, ou la maman de Céline malade. Donc, il faut absolument que voilà, autre chose se passe. La vie au jour le jour, c'est sûr que l'espace temporel, en fait, se réduit d'un coup, à la seconde, à la demi-seconde. Donc, le jour de l'annonce, moi, je fais juste une aparté sur le jour de l'annonce.
je pense que pour les familles, et ça, c'est pas nouveau, je crois que Madame Floris, elle confirmera, en gros, tout ce qui se passe après la phrase « votre enfant a un syndrome du QT court, etc. », personne n'entend, ça ne sert à rien. On peut parler pendant des heures, c'est tout. C'est l'écran, le son, les oreilles, tout est coupé après. Voilà. En fait, on reste tous, je pense, scotchés à ça. Donc, s'il y a des trucs importants à dire pour les rendez-vous suivants, je crois qu'il faut le dire avant parce qu'après, de toute façon, la consultation pour tous ceux qui ont pu vécu ça, je pense, et je l'ai déjà entendu par d'autres psychologues, en gros, ça s'arrête à ça. Et puis, voilà. Et puis, alors, il y a la question, moi, j'ai abordé là la question de construire un avenir quand personne ne peut vous dire comment ça va se passer, quand on vit finalement au jour le jour. Donc, vivre au jour le jour, je pense que ça apporte vraiment, si on joue on joue le jeu, c'est le cas de le dire. En fait, c'est chaque jour devient plus beau parce qu'on s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans une journée et tout. On vit tout à fond. Et ça, je pense que c'est l'expérience vraiment géniale qu'apportent ces enfants-là. Après, le truc, c'est que c'est vrai que c'est pas tous les jours facile de se dire, en fait, moi, je sais pas si ce qu'il en adviendra de mon enfant dans 2 ans, mais il faut parler d'orientation, mais voilà, faut faire des projets. Et ça, c'est aussi un cap à passer. Bon, après, voilà, le quotidien reprend ses aises. J'ai volontairement squeezé deux sujets, l'aspect défibrillateur externe à la maison, parce que je pense que c'est trop long. Et il y a un autre aspect, mais peut-être on l'abordera pendant les questions, c'est voilà, est-ce qu'on arrête de travailler ou pas, et voilà. Mais je pense que c'était trop long à aborder. Voilà, et là, ces 3 photos donc, de Céline. Donc, pour vous dire qu'on est parti d'un gros trou noir quand elle avait. Nous, alors, c'est la psychologue qui disait qu'on s'en souvient. Donc, nous, c'est un jeudi matin, parce que le docteur Matré consultait un jeudi matin à l'époque à Necker. Et donc, je me souviens plus de la date exacte, mais je me souviens très bien du bureau. C'était dans les anciens bâtiments qui n'existent plus, enfin, qui sont. Et voilà. Et donc, 15 ans après, la lumière, on nous avait dit que Céline, comme elle a une mutation qui s'exprime au niveau de l'oreille interne, elle ne nagerait pas. En fait, vous la voyez là se baigner cet été dans une crique en Sicile. Y a vous voyez une autre petite tête, donc elle n'est pas seule dans l'eau, mais quand même, elle se baigne sans aide et tout, donc elle sait nager, et elle sait nager assez bien pour aller dans une crique en Sicile. On nous avait dit que la musique, ça risquait d'être compliqué. Alors, pas par rapport à l'aspect cardiaque, mais pareil, par rapport à ses problèmes d'oreille interne, parce que ça va être fatigant et fastidieux. Céline, elle est en 3e cycle au conservatoire et elle joue du violoncelle, qui n'est pas un des instruments les plus faciles. Et Céline, donc, elle a un pacemaker et elle était accompagnée tout le temps, jusqu'à il y a très récemment, la dernière, d'un défibrillateur externe et de gens formés. Et là, vous la voyez après 15 jours de camp, où nous aussi, les parents, je précise, on a eu 0 nouvelle pendant 15 jours et on est sortis tout à fait vivants. On en a profité avec mon mari. Voilà. Et où, vous voyez, tout s'est bien passé et donc elle réussit à devenir autonome. Voilà. Voilà, donc message d'espoir pour les familles et les enfants. Merci beaucoup, Sophie, pour ce beau témoignage. Et c'est encourageant pour toutes les familles qui traversent des expériences comme la vôtre, bien sûr. Moi, ce que je retiens de votre témoignage surtout, c'est d'une part de faire attention autant qu'on peut à la fratrie. Ça, c'est un message, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début. Il y a l'enfant qui a la pathologie, quelle qu'elle soit, bien sûr, qui concentre aussi bien l'attention parentale que l'attention médicale, etc. Mais il faut être attentif à ce qui se passe dans la fratrie, parce que même pour l'enfant malade, de sentir son frère et sa sœur qui ne va pas bien, c'est pas bien non plus. Et également de construire avec l'équipe médicale, avec les psychologues, le parcours de vie de ces enfants
que nous qui faisons de la cardiopédiatrie, on les suit depuis tout petit et vraiment c'est un parcours qu'on doit construire avec vous pour que ces enfants grandissent le mieux possible, le plus, en sécurité possible et heu et c'est quelque chose effectivement qui prend beaucoup de temps et qui se construit lentement, mais qui est absolument, nécessaire avec bien sûr le support psychologique. On a eu, beaucoup de remontées dans le chat de parents qui nous disaient que malheureusement ils n'avaient pas pu avoir de soutien psychologique et comme le disait Lisa, n'hésitez pas, à solliciter les psychologues de la filière. Bien sûr, ça se passe c'est des entretiens téléphoniques, c'est pas un pour enfin, mais ça peut aider, au moins quand on est, désarmé au moment de ces annonces et qu'on se retrouve tout seul et qu'on est dans une structure où il y a pas de soutien psychologique. Moi, je voulais juste savoir si on a des frères et sœurs de patients atteints de cardiopathie congénitale ou de troubles du rythme héréditaire dans notre audience pour avoir recueillir aussi leur point de vue. Moi, je ferais juste une petite réflexion, c'est que à chaque consultation, on fait un arbre généalogique, Mmh. on le fait une fois et on l'oublie. Mmh. Et je trouve ça bien dommage. Mmh. Voilà. Là, je suis d'accord. Nous, c'est vrai que si je peux donner un conseil, j'ai pas beaucoup de données mais je pense que nous, ce qu'on a raté, c'est de ramener le frère et la sœur. Moi, je croyais que j'étais une super élève parce que je me décarcassais toujours pour faire garder les deux autres et que je Ouais. trouvais que c'était pas un endroit pour amener des enfants pas malades. Et je pense aujourd'hui, je pense qu'en fait, il faut pas les amener à chaque fois, ça c'est certain, mais en fait, de les amener au moins une fois pour qu'ils entendent, ne serait-ce qu'en fait, pour qu'ils entendent. Alors, en fait, le médecin, notamment par rapport à la maladie qui se voit pas, un médecin dire non mais ton frère, c'est pas une blague, il est vraiment malade, il a vraiment un truc, tu le vois pas et il est casse-bonbon avec toi peut-être, mais il a vraiment un truc. Donc tes parents, ils sont pas là et c'est pas uniquement qu'ils le préfèrent s'il y a des trucs qu'il fait pas, etc. Ou que tu trouves qu'il a de la chance, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, même si tu le vois pas. On a Antoine Lénard qui est avec nous, qui a levé la main. Je pense qu'il y avait peut-être une intervention, une question. Je ne sais pas si vous Oui, m'entendez. oui, on t'entend, Oui, on t'entend. Antoine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voulais réagir à l'intervention de Sophie Pierre qui a mis aussi l'accent sur un point dont on n'a pas beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de l'intérêt des psychologues vis-à-vis des patients, vis-à-vis de la famille. Mais moi, je trouve que ce qui ressort aussi de ce que nous dit Madame Pierre, c'est l'intérêt aussi que les psychologues discutent avec l'équipe médicale. Parce que quand j'entends Madame Pierre dire, le chef de service m'a dit, je comprends rien à cette maladie, on connaît rien, on laisse les patients et les familles dans un désarroi total, total. Donc ce genre de phrase ne devrait pas être, être dite, en tout cas pas comme ça. On a besoin de progresser sur ces maladies rares et vous avez raison de dire que on est un peu désarmé, mais on ne dit pas ça comme ça. On dit pas ça comme ça. Et je crois vraiment que nous, médecins, et je m'inclus là-dedans, on a besoin de progresser là-dedans. On a besoin de discuter avec nos psychologues sur la façon d'annoncer des choses la filière a fait une formation là-dessus sur l'annonce d'une une maladie grave et vraiment c'est important que les médecins participent à ces formations parce que ce que dit Madame Pierre c'est vraiment insupportable, c'est vraiment insupportable et je comprends parfaitement votre réaction, ça ajoute de l'angoisse à l'angoisse. Merci, professeur. Alors, je précise que c'est vrai et que ça s'est passé le vendredi 8 mai 2009, en fin de matinée. Et il y avait un autre médecin qui accompagnait le professeur Sidi dans la chambre de ma fille. Ma fille, elle avait 3 mois, donc elle s'est pas rendue compte. Voilà. Et en fait, c'est pire parce que derrière, on m'a demandé de ramener les deux, le frère et le grand frère et la grande sœur, en me disant, bah, ramenez-les vite, comme ça, si on verra s'ils ont la même chose que la petite sœur, ça donnera au moins quelques années d'espérance de vie au bébé. Voilà ce qu'on m'a dit exactement pour finir cette discussion-là. On a une autre discussion peut-être pour Alexandra Floris qui était dans le chat, qui était comment cacher notre inquiétude. Et du coup, la question peut-être de est-ce qu'il faut la cacher, l'inquiétude, ça soulève peut-être aussi ces sujets-là. Oui, non, justement, de toute façon, on ne peut pas cacher l'inquiétude puisque
les enfants le ressentent, le voient, ils entendent les propos des parents. Et en plus, en fait, cacher l'inquiétude, ça voudrait dire cacher la situation réelle de l'enfant. Donc, au contraire, là, je pense que ce qu'on dit tous, c'est que plus on va expliquer ce qu'il en est, plus ça va être clair. Quand vous parliez, Madame Pierre, du fait que le frère ou la sœur s'imagine que les parents font la fête avec l'enfant. Par exemple, au moment de l'hospitalisation, des hospitalisations à l'hôpital, on suggère aussi aux frères et sœurs de venir parce que sinon, il y a l'idée que papa et maman vont à Paris avec l'enfant malade et qu'ils vont aller voir la Tour Eiffel. Quand le frère ou la sœur vient en hospitalisation, il voit que il y a des prises de sang, qu'il y a une attente, il se représente les lieux dans lesquels son frère ou sa sœur est accueilli, ce qu'il vit au quotidien. Et en réalité, il y a aussi la question d'ailleurs comment cacher notre inquiétude. Souvent, les parents disent mais je peux pas pleurer devant mon enfant. La question, enfin, c'est pas un problème de pleurer devant son enfant tant qu'on lui explique pourquoi on pleure. Hein. C'est d'expliquer que c'est pas de sa faute, que c'est parce que justement, on est très inquiet, on est très fatigué, on se pose beaucoup de questions. Tant qu'on explique pourquoi, c'est pas effractant. Donc non, il faut pas cacher l'inquiétude. Au contraire, il faut pas la faire porter non plus. Enfin, c'est sûr que bon, tout ça c'est à nuancer, mais ni à faire porter à l'enfant, ni à faire porter aux frères et sœurs. Mais c'est partagé ensemble. Et c'est vrai que pour ça, d'être dans l'échange avec le médecin, l'équipe médicale permet aussi de soutenir tout ça et de le contenir. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Et j'ai vu passer un petit commentaire à propos d'accepter les fratries dans les consultations et effectivement l'hospitalisation, qui était de dire on ne veut pas déranger, on a peur de déranger. Et il faut faire passer le message. C'est peut-être une recommandation qui doit émaner de la filière, de dire que les frères et sœurs sont les bienvenus dans les consultations, les hospitalisations, et c'est aux médecins de s'adapter à cette contrainte, entre guillemets. Il faut plus de chaises dans les bureaux de consultation et c'est tout, quoi. Il est bienvenu, mais il faut quand même que ça soit préparé en amont avec les parents, l'enfant, etc., pour pas que ça soit trop effractant. Ça dépend de la temporalité de chacun, bien sûr. Ouais. Bien Oui, sûr. alors peut-être pas au moment de l'annonce du diagnostic, hein, mais dans le soin. Tout à fait. Oui, et puis chaque enfant, peut-être que les différents membres de la fratrie n'auront pas forcément la même demande, qu'il y en a un qui voudra venir, l'autre non, etc. Bien sûr. Ouais, tout à fait, oui. C'est important, oui, j'allais dire d'avoir un soutien élargi et de ne pas hésiter à impliquer les autres membres de la famille justement pour laisser de la place aux parents et qu'ils puissent respirer un petit peu. Oui, il faut pouvoir souffler. Il faut Exactement. s'autoriser à souffler aussi. Voilà. Parce que c'est pas évident. On pense toujours que ça va être la mère, enfin, que ça va être compliqué d'expliquer aux grands-parents, etc. Donc, il faut accepter de jouer le jeu. Exactement. Ils ne font pas comme nous. Exactement. Ouais, j'avais juste une réflexion que je voulais partager avec vous alors, je suis tout à fait convaincue de la place et de l'importance des psychologues dans nos consultations d'annonce et dans notre suivi. Mais des fois, on essuie des fois aussi des refus de la part des familles qui prennent cette proposition comme pas un aveu de faiblesse, mais qui se sentent un peu attaqués par cette proposition. Et je voulais savoir si c'était un vécu général, ou est-ce que il faut pas plutôt que de le suggérer, l'imposer. Ouais. Voilà, j'ai l'expérience d'avoir travaillé en génétique dans l'équipe d'Arnold Munich, où les annonces étaient faites à deux, avec le médecin et la psychologue. Et donc là, la question n'était même pas de... Voilà, juste une réflexion. Je ne sais pas si c'est votre vécu aussi. Alors moi, c'est pareil. On dit que c'est quand les gens viennent en consultation, il y a passage obligatoire avec le psychologue. C'est comme ça, ça fait partie de la procédure. Ils ont les rendez-vous génétiques, psy, cardio, et voilà. Après, s'il y a un refus exprimé vraiment ou une opposition, bien sûr, on en tient compte, mais voilà, on leur dit que ça fait partie de la prise en charge normale.
Moi, je voudrais juste peut-être rajouter 2 choses par rapport à ça. Je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, il me semble qu'il y a au moins 2 parties dans une consultation d'annonce. Il y a avant les mots posés qui annoncent la maladie et il y a après. Et je pense qu'en fait, si j'ose dire, moi, ce qui me paraîtrait le plus important, même si je n'ai pas eu ça à l'époque, c'est que le psychologue, on puisse le voir si on l'a pas vu en même temps après, mais que Après, même si on l'a vu bien en même sûr. temps, qu'on puisse le voir après. Mais après, c'est quand on compte les heures, y compris la nuit d'après, c'est pas 15 jours après, quoi. Enfin, c'est vraiment dans les jours, donc plutôt le lendemain ou 2 jours après, parce que là, il y a une première phase de décantation qui s'est faite, et là, en fait, en tout cas, alors il peut se passer quelque chose parce que sur la deuxième phase de l'annonce, moi, je pense qu'en fait, comme on a perdu enfin, on est là mais plus là, voilà, ça. Et l'autre chose, c'est par rapport aux enfants. Nous, l'expérience en fait qu'on a eue pour la sœur de Céline, c'est qu'on nous a dit très petite, bon, elle avait à peine 3 ans quand Céline est née. On nous a dit les enfants qui posent pas de questions, faut pas devancer leurs questions. Et moi, je tire juste la sonnette d'alarme parce que nous, il se trouve que Héloïse, elle a un caractère elle posait pas de questions et elle a jamais posé de questions et en fait, c'était dans sa personnalité. Et aujourd'hui, je pense que c'est juste qu'elle savait pas poser les questions auxquelles elle attendait les réponses. Et donc, voilà. Moi, je pense juste qu'il faut On a perdu Sophie. Mm. Elle a un problème de être connexion. vigilant à ça. Juste, Il y a ouais. des enfants qui ne savent pas poser les questions, mais pour autant, Qui en ont, oui. Alexandra, vous vouliez réagir? Oui, juste sur la place du psychologue, c'est vrai que ça dépend de chacun. Je sais pas, après, ça dépend de de l'expérience de chacun. Moi, il me semble que le moment de l'annonce, il est un moment très intime entre le médecin et la famille, et que parfois, c'est pas forcément pertinent qu'il y ait le psychologue à ce moment-là. Ensuite, il n'y a pas de rendez-vous obligatoire avec un psychologue, ça perd son sens en fait, parce qu'il y a des rendez-vous obligatoires avec les médecins, des passages obligés avec les infirmières, etc. Mais avec le psychologue, c'est un des seuls soignants à qui on peut dire non, et parfois, ça fait du bien de pouvoir refuser un soignant. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié parce que le temps. Et le deuxième temps, effectivement, sur le temps on peut pas forcément élaborer quoi que ce soit, effectivement, juste après l'annonce, comme le dit Madame Pierre. C'est-à-dire qu'il y a ce moment de sidération et qu'il faut souvent, il faut vraiment respecter une autre temporalité. Et c'est dans l'après-coup qu'on pourra travailler et pas dans l'immédiat. Après, ça peut être souvent un soutien aussi pour le médecin que d'avoir un psychologue avec lui, parce que évidemment, c'est extrêmement difficile et que humainement, on a aussi besoin d'être soutenu quand on a mauvaise tâche d'annoncer des mauvaises nouvelles. Voilà. Je peux aussi rebondir, Alexandra, au nom des patients qu'on a dans l'association Petit Cœur de Beurre sur les cardiopathies congénitales, c'est que souvent il y a un refus de la famille durant l'étape d'hospitalisation parce qu'ils sont en mode guerrier. Bah oui. Et donc, ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont. Voilà. Bah oui. Et par contre, effectivement, au retour à domicile, quand il n'y a plus les machines, là, il y a l'après-coup qui arrive et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de psychologues. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des psychologues et évidemment à l'hôpital, mais aussi en dehors de l'hôpital. Et notamment, on a la chance d'avoir des psychologues de cardiogène et on invite tous les patients aujourd'hui qui nous écoutent à les contacter. Ils vont être très demandés. Elles le sont déjà. Elles le sont déjà, oui, tout à fait. Oui. Bon. Mais je vais dans le sens aussi effectivement des psychologues pour les soignants. C'est important. Indispensable. Voilà. Indispensable. Merci. Tout à fait. Bon, je crois qu'on arrive au terme de ce rendez-vous, de ce e-rendez-vous qui a été très, très riche grâce à vos témoignages, aux présentations qui nous ont été faites sur ce sujet qui est très, très important de l'enfant malade, sa place dans la famille et le retentissement. Donc cette session a été enregistrée et elle va être accessible sur le site de la filière ou encore une fois sur le site de la filière, vous pouvez trouver beaucoup d'informations médicales, vous pouvez trouver les coordonnées des psychologues, vous pourrez trouver les autres e-rendez-vous qui ont déjà été enregistrés sur ces sujets.
Et nous vous donnons rendez-vous dans un mois. Je ne sais pas si on a la date, Lisa, exacte, mais a priori, on essaye de faire le premier jeudi de chaque mois. Voilà, et vous trouverez le thème qui sera affiché sur le site de la filière. Et je rebondis, Isabelle, n'hésitez pas à nous transmettre, je l'écris dans le chat, mais à nous transmettre vos besoins de thématiques. On est là pour vous, répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées, qui n'ont pas déjà été abordées sur les replays. Oui, alors je me permets juste de rebondir, Isabelle. Là, pour l'instant, on n'a pas encore de date pour le prochain D'accord. rendez-vous, donc on ne sera pas le premier jeudi du prochain mois. Bon, Et justement, décembre. voilà, et comme dit Gaëlle, c'est vrai qu'on a commencé il y a quelques années, et c'est vrai qu'on a balayé des sujets transversaux que vous pouvez voir ou revoir sur la page dédiée. Et pareil, en tant que médecin aussi, auprès des patients, de diffuser ces replays qui peuvent être des ressources qui permettent justement pendant 1 heure de digérer aussi certaines informations, de pouvoir rebondir et voir avec le site. Et comme dit Gaëlle, s'il y a des thématiques que vous voulez voir, ces rendez-vous sont faits pour les patients et qui sont vraiment co-animés avec les professionnels de santé et les patients. À chaque fois, il y a un témoignage pour qu'il y ait justement ce travail ensemble pour apporter des réponses. On ne peut pas toujours répondre à toutes les questions, mais surtout, si vous avez des sujets que vous voulez voir abordés, n'hésitez pas à justement soumettre vos sujets. Bon, Merci, eh Lisa. bien, Bonsoir, oui. bonsoir, et puis à très bientôt sur les ondes. À bientôt. Merci, Au revoir. merci, au revoir.